Merci beaucoup à Patrice Fradé, à Eliane Melon, à l'association Argos 2001 et à la Fondation Fondamentale, Diane Anguillante pour l'invitation. Toujours un plaisir du coup de discuter d'autostigmatisation qui était donc le sujet de ma thèse de science. Après, donc, je sais que vous en avez déjà parlé beaucoup au cours de la demi-journée, avec à la fois des aspects scientifiques, des aspects expérientiels. Et donc, je suis connecté il y a assez peu de temps, mais ce que j'en ai entendu était déjà effectivement très enrichissant et passionnant. Il va me revenir une tâche très très difficile qui va être d'essayer d'éviter au maximum les redondances, parce que forcément il y en aura, puisque pour réduire l'autostigmatisation, il faut faire un petit détour par les mécanismes qui contribuent à sa formation, pour voir justement comment les stratégies de réduction d'autostigmatisation peuvent fonctionner. Et tâche d'autant plus difficile qu'on s'approche de l'heure de midi, que vous avez déjà eu beaucoup de temps en Zoom et que probablement tout le monde a très faim. Donc, il va falloir aussi le faire de façon assez rapide. Donc, sans plus attendre, je pars un peu dans le vif du sujet. Donc, des choses que vous avez déjà vues sur la stigmatisation publique, qui est quand même très marquée. Là, c'est une étude qui a été faite dans le monde entier par Bernice Pescolido, qui est un sociologue américain, qui a du coup regardé deux vignettes, une vignette sur la dépression, une vignette sur la schizophrénie, et qui a regardé un peu à la fois les représentations que les gens avaient, des personnes qui avaient ces troubles-là, et leurs attitudes. Dans différents pays du monde, la France n'est pas représentée, mais il y a notamment l'Angleterre et d'autres pays européens comme l'Espagne. Donc, ce qu'on peut remarquer, c'est que les stéréotypes principaux, là, ce que vous voyez à l'écran, en fait, c'est pour la dépression. Et en fait, c'est pas si moins stigmatisé que la schizophrénie. Globalement, il y a assez peu de différences, notamment pour les stéréotypes principaux et les attitudes négatives, comme par exemple dans ce que j'ai entendu dans l'intervention précédente, que les personnes qui ont un trouble psychique sévère ne devraient pas avoir la garde de leurs enfants. Ça, c'est une opinion qui est très largement partagée dans la société, puisque c'est 77% pour la dépression, 85% pour la schizophrénie, c'est tout aussi marqué pour les troubles bipolaires. Donc ça, c'est aussi particulièrement important d'accès aussi certains programmes sur ces éléments-là, et c'est ce qu'avait fait la Fondation Fondamentale dans sa campagne sur la schizophrénie, schizophrénie, bonheur et compagnie. Et c'est souvent des domaines qui sont insuffisamment abordés alors qu'il y a une stigmatisation qui est majeure dans ce sujet. Pareil, également, tout ce qui est fonction managériale, tout ce qui est le fait d'exercer une position d'autorité, massivement, les gens y sont défavorables. Ce qu'on remarque quand on regarde un petit peu au niveau des tendances dans le monde, on voit il y a des facteurs sociopolitiques et socioculturels qui jouent, puisque la stigmatisation est plus marquée en Asie du Sud-Est et en Europe du Sud, Europe de l'Est par rapport à l'Europe de l'Ouest. Alors, quand on regarde un petit peu comment tout ça évolue dans le temps, et particulièrement dans des pays qui ont fait des campagnes nationales de réduction de la stigmatisation, on voit que, alors là c'est en Allemagne entre 90 et 2005, les préjugés ils restent globalement très stables dans le temps. Ce qui change, c'est les attributions causales, c'est-à-dire quelle est l'origine des troubles psychiques. On a beaucoup plus d'attributions causales biogénétiques et en lien avec les anomalies de la neurotransmission qui sont liées du coup à l'efficacité de ces campagnes de lutte contre la stigmatisation. Sauf que quand on regarde les attitudes des personnes, et là vous les voyez sur la figure en haut à droite, le fait d'accepter comme collègue de travail une personne qui a une schizophrénie ou une dépression et le fait de l'accepter comme voisin, eh ben, on voit que pour la dépression, ça ne change pas, ça ne devient pas plus favorable. Et pour la schizophrénie, ça se dégrade dans les 10 ans. Ça montre donc aussi une chose, c'est que les attributions biogénétiques peuvent avoir en fait des conséquences négatives, puisqu'elles peuvent renforcer la stigmatisation et le désir de distance sociale par peur un peu de la contamination quelque part, de peur d'attraper du coup le trouble psychiatrique ou la peur du coup d'intégrer une personne qui aurait un trouble psychiatrique dans sa famille ou dans sa belle famille. Donc ça, c'est aussi des choses dont il faut particulièrement prendre en compte dans le design des campagnes de lutte contre la stigmatisation, où il faut vraiment présenter les troubles, pas de façon biogénétique uniquement, mais dans un modèle vraiment biopsychosocial intégrant directement la perspective du rétablissement, pour que cette campagne soit plus efficace et qu'elle ne risque pas d'augmenter la volonté de distance sociale. Ce qu'on voit dans la figure en bas à gauche, donc c'est une étude qui a été menée donc à 3 reprises aux États-Unis
pour regarder du coup, alors c'était dans la schizophrénie, pour regarder du coup la perception que les gens avaient de la dangerosité et le soutien qu'ils avaient au fait de contraindre les personnes aux soins et au traitement. Alors, ce qu'on remarque du coup, c'est que le soutien en fait à la contrainte dans les soins, il progresse entre 96 et 2018. Donc, l'image des personnes avec schizophrénie et les attitudes des gens se dégradent plutôt au cours du temps, liées à des évolutions de la société. Paradoxalement, et on a une amélioration de l'image de la psychiatrie. Les hôpitaux psychiatriques étaient vus avant comme des prisons, des lieux carcéraux, voire des mouroirs ou des asiles psychiatriques. Donc maintenant, c'est plus le cas. Les gens ils sont beaucoup plus convaincus qu'on y traite du coup les personnes qui ont besoin de soins. Donc il y a une amélioration de l'image, mais n'empêche que quand on demande aux gens, ça c'était en Allemagne, est-ce que vous êtes d'accord pour ouvrir un CMP dans votre quartier? Là, clairement non. Donc il y a quand même moins d'acceptation. Donc ça change dans le temps, mais en même temps, ça ne change pas tant que ça. Donc cette stigmatisation, j'ai beaucoup entendu aussi le terme de stigmatisation perçue. Je reviens un petit peu sur cette question-là, puisqu'en fait, globalement, les préjugés qu'on a par rapport aux troubles psychiatriques, les préjugés que les personnes vont pouvoir avoir avant de développer les troubles psychiatriques, que tout le monde a, vont se développer. En fait, la représentation du monde chez les enfants, elle est entre 4 et 5 ans. Donc, en fait, à ce moment-là, il y aura déjà un certain nombre de stéréotypes liés au genre, liés à la race, liés à la classe sociale, liés aussi aux troubles psychiatriques qui vont se former et qui vont faire que les gens ont cette perception-là. Et après, dans les gens qui ont cette perception, c'est-à-dire tout un chacun, certains vont du coup à recevoir un diagnostic de trouble psychiatrique sévère. Et là, dans ce cas-là, ça va prendre une signification personnelle et ça va pouvoir du coup être un facteur qui pourrait renforcer l'autostigmatisation. Un exemple d'ailleurs aussi de la stigmatisation dans les médias, c'était Philippe Yanos qui en parlait. Notamment, vous avez dans un des personnages de Madagascar, dans la version américaine, qui disent en fait, à un moment, il y a un personnage qui agit de façon un peu erratique, je crois que c'est le lion, et il y en a un autre qui dit You are psycho. Et ça, c'est typiquement un certain nombre de choses qui peuvent contribuer à la formation de ces représentations chez tout un chacun. Donc, comme ça a été dit, je pense, par le passé, la majeure partie des personnes qui ont des troubles bipolaires sont parfaitement conscients de cette stigmatisation qui est présente. Et je vous ai mis une citation de Patricia Digan, donc qui est une personne qui a reçu un diagnostic de schizophrénie et qui est psychologue et spécialiste du rétablissement. Tout ce que je connaissais, c'était les stéréotypes vus à la télévision et dans les films. Pour moi, les maladies mentales, c'était Dr. Jekyll et Mr. Hyde, les tueurs en série psychopathes, l'asile de fous, les imbéciles, les schizos, les dingues, les cinglés, la camisole et les fous délirants. C'était tout ce que je savais sur les maladies mentales. Et ce qui m'a effrayé, c'est que les professionnels disaient que j'étais l'une d'entre eux. Donc là, on voit toute la force que ça peut avoir quand on a donc ces stéréotypes qui sont présents chez les personnes qui vont développer des troubles comme chez tout un chacun, et que d'un seul coup, ça prend une signification personnelle. Donc, la stigmatisation perçue en elle-même, elle va augmenter le stress lié à la stigmatisation, je vous dirai un petit peu ce que c'est. Elle va allonger la durée de psychose non traitée, elle va alourdir les symptômes, elle a des conséquences négatives, et elle va aussi entraîner une stigmatisation anticipée avec des stratégies d'évitement qui ont été citées dans les présentations précédentes. Alors, il faut savoir que ces situations, ces stratégies d'évitement pour éviter une discrimination, elles sont aussi là pour éviter une discrimination qui est bien réelle. Et la plupart du temps, par exemple, des adolescents qui étaient hospitalisés pour la première fois en psychiatrie, il y en avait 30% qui anticipaient d'être discriminés et il y en a 70% qui rapportaient avoir été discriminés après 6 mois. Donc c'est aussi qu'il y a cette discrimination qui est bien réelle. Il n'y a pas que la peur de l'être, il y a aussi le fait que cette discrimination, elle soit avérée. Vous voyez en haut à gauche, du coup, tous les différents domaines, parmi lesquels on retrouve, ça a été dit, du coup, les amis, la famille, mais aussi les professionnels de santé, mais aussi les domaines pour fonder une famille ou relatifs à l'emploi. Alors ça, c'est la discrimination avérée, mais il peut aussi y avoir un certain nombre de microagressions. Alors les microagressions, c'est un concept qui a été développé il y a quelques années et qui sont en fait ces petites choses qui sont presque rien, mais qui finalement vont répéter dans la journée, vont pouvoir du coup euh, avoir une conséquence sur les personnes concernées. Ça va être par exemple dire c'est une position schizophrène, le gouvernement est autiste, ou c'est complètement bipolaire comme façon de réagir, ou dire les personnes bipolaires au travail, par exemple, dans une pause café, si du coup on n'a pas divulgué effectivement les troubles, avoir quelqu'un qui parle de façon stigmatisante d'une personne qui a un trouble bipolaire.
Ça peut être aussi tout simplement le changement d'attitude. On l'évoquait dans la présentation précédente, en fait, en cas de divulgation, ça a été étudié particulièrement dans la schizophrénie, l'attitude des gens change, ils se mettent à parler plus fort, à utiliser du coup un langage plus simple, et là, en fait, on a envie de dire, la personne vient de dire qu'elle a un trouble bipolaire, elle n'est pas sourde et elle n'est pas déficiente intellectuelle. Mais l'attitude des gens peut changer. Et ça, pour le coup, il y a des choses qui ça va contribuer. C'est un certain nombre de discriminations qui ne sont pas avérées, mais qui jouent sur le moral à la fin des choses. Donc, 72% des personnes anticipent d'être stigmatisées s'ils divulguent. Ils peuvent anticiper les domaines les plus importants, c'est la recherche d'emploi et les relations sentimentales. Et il y en a un tiers à peu près qui anticipent d'être discriminés, même s'ils n'ont jamais été par le passé. Et ça aussi, c'est très présent chez les personnes qui ont des troubles psychiatriques débutants, et ça a des conséquences donc, sur l'estime de soi et la qualité de vie. Donc, comment est-ce qu'on réagit par rapport à la stigmatisation? Donc, il y a plusieurs réactions possibles, plusieurs stratégies adaptatives. La première, c'est finalement, je ne m'identifie pas au groupe, c'est pas moi, je n'ai pas de maladie, donc que finalement je considère les stéréotypes comme vrais ou pas, ça ne m'affecte pas vraiment. C'est ce qu'on appelle l'indifférence. La deuxième chose, c'est en fait, je m'identifie fortement au groupe des personnes qui ont un trouble bipolaire. Par contre, je trouve que tous ces stéréotypes, c'est des conneries. Et du coup, je vais avoir une juste colère. La troisième chose, ça va être, je m'identifie très fortement aux personnes qui ont du coup un trouble bipolaire. Je considère les stéréotypes comme vrais, légitimes et s'appliquant à moi et pouvant être validés par mes expériences de vie, comme ça a été dit dans la présentation précédente. Et là, il y a un risque d'auto-stigmatisation. Donc, je vous évoquais aussi le stress lié à la stigmatisation. En fait, il dépend du coup à la fois du préjudice qu'on pense que la stigmatisation va avoir sur notre vie et de nos ressources disponibles pour y faire face. Donc, ça va être forcément augmenté par du coup la stigmatisation perçue et par la légitimité ou pas qu'on accorde à ces stéréotypes. Et ce stress lié à la stigmatisation, qui est globalement quand le préjudice est supérieur aux ressources, va entraîner un sentiment de honte, plus d'anxiété sociale, plus de stratégies d'évitement, moins d'estime de soi, et au final, c'est un facteur de risque d'autostigmatisation. Donc l'autostigmatisation, ça a été dit, je rappelle juste un petit peu comment ce mécanisme du coup se passe, c'est qu'à la fois du coup ça entraîne la connaissance de ces stéréotypes, les considérer comme vrais pour les personnes avec trouble bipolaire et se l'appliquer à soi-même, et bien sûr ça a des conséquences catastrophiques comme ça a été évoqué. Donc si on regarde un petit peu l'autostigmatisation sur les troubles bipolaires dans le monde, globalement, là vous avez en haut à droite vous avez différentes études qui ont été réalisées du coup sur les troubles bipolaires en Europe, vous avez en Amérique du Nord et vous avez en Asie du Sud-Est. Ce qu'on voit, c'est que comme en fait pour la stigmatisation publique, il y a plus de stigmatisation globalement en Asie du Sud-Est qu'en Europe de l'Ouest par rapport aux troubles bipolaires. Donc après, les choses qui vont jouer du coup sur l'autostigmatisation, ça va être donc un certain nombre de facteurs et ça ne va pas être trop les facteurs sociodémographiques, que ce soit l'âge, le niveau d'études, l'emploi, le statut marital, les sources de revenus, ni même la pathologie, que ce soit l'âge de début des troubles, que ce soit le diagnostic, qu'on ait un trouble bipolaire, une schizophrénie, une dépression ou un trouble borderline, ni même le nombre d'hospitalisations en psychiatrie ou le fait d'avoir été hospitalisé sous contrainte ou d'être emprisonné. Ce qui va du coup jouer beaucoup plus, ça va être donc certains éléments liés donc à l'insight. Ça va être la capacité à pouvoir mobiliser des ressources et avoir conscience de ces ressources pour surmonter les effets de la stigmatisation, pouvoir mobiliser des stratégies de coping pour faire face de façon efficace, avoir le soutien de son environnement. Et ce qu'on sait, c'est que globalement, l'autostigmatisation, elle est présente chez les personnes avant même qu'ils reçoivent un diagnostic, par exemple, de trouble bipolaire. La stigmatisation, elle va être liée au fait d'avoir des symptômes et pas seulement au fait du label d'avoir un trouble bipolaire. Elle est notamment identique chez les personnes qui sont dites à ultra haut risque de développer des symptômes psychotiques et chez les personnes qui ont développé une schizophrénie. Les facteurs qui vont jouer le plus, ça va être en fait les autres composantes de la stigmatisation, et notamment la stigmatisation perçue, expérimentée ou anticipée, y compris par les professionnels de santé mentale. Et ça va être donc le stress lié à la stigmatisation. Typiquement, je vous disais que la contrainte, le fait d'être hospitalisé sous contrainte, n'affectait pas le fait d'être auto-stigmatisé. En fait, le fait d'avoir une réaction émotionnelle négative suite à l'hospitalisation sous contrainte, que ce soit un sentiment de honte ou un sentiment de mépris de soi, là par contre, ça contribue.
En fait, ce n'est pas tant le fait d'être hospitalisé que le ressenti qu'on va avoir et la façon dont on se sent traité par les professionnels de santé mentale, avec cette question, bien sûr, du différentiel de pouvoir entre le professionnel et la personne concernée. Donc, il y a un certain nombre de facteurs culturels qu'on peut retrouver, vous les avez à l'écran, et il y a des facteurs un peu moins étudiés que je cite rapidement. Donc ça, c'est juste pour vous dire que cette autostigmatisation, elle touche à peu près 30% du coup des personnes avec troubles psychiques sévères. Elle est bien sûr donc associée à un plus fort insight et à une moindre possibilité de rétablissement et une moins bonne satisfaction dans différents domaines de la vie. Alors comment on la réduit finalement? Donc il y a plusieurs campagnes qui ont été faites, des campagnes nationales de réduction de la stigmatisation. Vous avez différents programmes, Opening Doors, Opening Minds, Time to Change du coup en Angleterre, qui a duré une bonne quinzaine d'années. Vous avez aussi des campagnes qui prennent en compte les spécificités culturelles, comme celle qui a été faite en Nouvelle-Zélande, qui prend en compte les spécificités des Maoris. Donc, en fait, il y a différentes stratégies. Soit on proteste à un moment contre un événement. Par exemple, François Fillon qui dit « je ne suis pas autiste ». Là, les gens protestent. Ça enlève, la personne s'excuse généralement, mais ça ne change pas grand-chose dans les faits. Après, il y a le fait d'avoir des stratégies d'éducation, des stratégies de contact avec des personnes concernées. Ça marche, mais ça ne dure pas dans le temps. Après, il y a une chose qui marche particulièrement bien, ça va être de cibler justement les populations jeunes, les journalistes et les professionnels de santé. Puisque ce qu'on voit, c'est que par contre, le traitement médiatique des personnes avec troubles psychiques sévères change avec plus de contenu positif et moins de contenu négatif. Et ça a des effets. Ça va réduire la stigmatisation perçue par les usagers et ça va réduire la stigmatisation expérimentée. Donc ça marche par ce biais-là. Et après, bien sûr, augmenter le budget accordé à la recherche en santé mentale, c'est une forme de discrimination que de ne pas accorder suffisamment de budget. Là, ça va du coup pouvoir contribuer à réduire la stigmatisation. C'est quelques exemples. Après, un élément qui est central, au-delà des groupes, les groupes peuvent être utiles, mais en fait, l'autostigmatisation est la résultante d'une inégalité sociale n'est pas un symptôme. Donc forcément, en fait, c'est l'environnement qu'on va créer autour. Et là-dedans, les pratiques orientées rétablissement ont un rôle majeur. Si on crée un environnement favorable au rétablissement, c'est-à-dire qui est porteur d'espoir, avec un langage positif, pas par exemple une personne souffrant de troubles bipolaires, mais une personne avec un trouble bipolaire qui peut avoir des éléments négatifs, des événements de vie négatifs, mais peut aussi avoir une vie riche, pleine, satisfaisante, et c'est ce que du coup j'ai entendu dans les présentations précédentes. Un environnement qui soit focalisé sur les ressources préservées, qui soutienne l'autodétermination, une relation qui est horizontale et collaborative, une décision médicale qui est partagée sur les médicaments, mais aussi dans le plan de la réalisation d'un plan de crise conjoint, si possible avec des pairs aidants, pour anticiper un peu les choses, qui limite du coup le recours à l'isolement ou à la contention, qui intègre des pairs aidants. Et typiquement, un exemple typique qu'on peut réduire, c'est la question du pyjama. La question du pyjama, elle n'a aucune efficacité en pratique courante, ça ne sert à rien. Par contre, ça manifeste un différentiel de pouvoir entre le professionnel et le patient. Et du coup, ça va contribuer à l'autostigmatisation, donc typiquement accompagner les personnes à arriver à des stratégies de no force first, c'est-à-dire pas de contrainte d'abord, abolition du pyjama, etc., est plus efficace pour réduire du coup la probabilité d'être hospitalisé sous contrainte et plus efficace pour favoriser le rétablissement. Donc c'est aussi des choses assez bêtes, comme par exemple les entrées séparées dans les bâtiments, les toilettes qui sont partagées ou pas partagées. C'est tout ce qui va différencier nous versus eux. Donc ça, c'est un vrai truc qui est central, qui est très simple à mettre en place et en même temps très compliqué, puisque du coup, il faudrait que les professionnels puissent être formés tous aux pratiques orientées rétablissement pour réduire ce stress et la stigmatisation et prévenir l'autostigmatisation. Les conseils pour une pratique orientée rétablissement, vous les avez à l'écran, je ne vais pas les détailler, mais c'est des choses que tout professionnel devrait avoir dans sa blouse et devrait se poser comme question après avoir rencontré une personne qui a un problème de santé mentale. Est-ce que je l'ai écouté activement? Est-ce que je l'ai aidé à préciser ses objectifs à elle et pas celles du système de santé? Est-ce que je lui ai montré que je croyais dans ses forces? Est-ce que j'ai donné des exemples qui soient inspirants? Est-ce que j'ai porté une attention particulière aux objectifs qui sortent la personne de son rôle de malade? Etc. Et si tous les professionnels de santé avaient adopté ces pratiques orientées rétablissement, on aurait beaucoup moins d'autostigmatisation, fort probablement. Après, la réhabilitation psychosociale et l'intervention des pairs aidants, ça marche sur la réduction
de l'autostigmatisation. Vous voyez à l'écran, on peut réduire cette autostigmatisation, ça marche. Alors comment faire? En intervenant déjà précocement, si possible avant, en repérant les personnes à risque de s'autostigmatiser. Réduire le stress lié à la stigmatisation. On parlait d'éducation thérapeutique et d'éducation thérapeutique en binôme avec des pères aidants. C'est particulièrement important que cette éducation thérapeutique elle soit centrée sur le rétablissement et pas sur les symptômes et la maladie. Parce qu'une personne qui va être autostigmatisée, elle a déjà une très douloureuse conscience des symptômes et des traitements. Donc on risque, et c'est le paradoxe de l'insight, d'aggraver en fait sa dépression et son risque suicidaire. Alors que si on parle de rétablissement, là, on va faciliter du coup la réduction de l'autostigmatisation et on va prévenir cette dépression et ce risque suicidaire. Ça va être renforcer les stratégies adaptatives, impliquer les pères aidants et intervenir auprès des familles, ça a déjà été dit et redit. Si je mets un petit peu un focus sur les programmes, donc vous avez différents programmes de réduction de l'autostigmatisation. Je parlerai un petit peu plus du programme NECT qu'on a traduit donc avec l'équipe d'Hélène Richard et qui fait l'objet d'un essai randomisé contrôlé en ce moment. Mais il y en a d'autres qui sont à la fois psychoéducatifs, mais qui comprennent aussi des éléments de thérapie cognitive et comportementale ou d'entraînement des compétences sociales. Il y a aussi des choses qui ont été faites sur la question de divulguer ou pas, faire une décision qui soit sa décision propre pour divulguer ou pas, à qui, comment, de quelle façon, dans quel objectif, etc. Il y a aussi des choses qui sont faites au niveau de la cognition sociale, c'est-à-dire par exemple le programme Remède Rugby qui intègre un volet de lutte contre la stigmatisation et des choses qui sont faites aussi en lien avec l'emploi. Un petit focus sur le programme NECT. Vous aurez le diaporama, donc je passe du coup assez vite, mais en tout cas il y a des éléments de psychoéducation sur les préjugés négatifs pour les troubles psychiques où on les challenge ensemble. Par exemple, les personnes ne peuvent pas se rétablir. Ensuite, on va aller regarder certaines croyances dysfonctionnelles qui sont en lien avec l'autostigmatisation, qui peuvent entraver « je n'ose pas faire ça parce que j'ai une maladie ». Et ensuite, surtout, l'élément central, c'est qu'on va amener les personnes, du coup, à raconter des événements de vie, et des événements de vie dans lesquels, en fait, ils ont pu s'appuyer sur leurs forces pour surmonter les problématiques liées à la maladie ou aux problématiques connexes liées à la maladie.